parler un petit peu de Brettanomyces. Et en fait, il y a un certain nombre de connaissances nouvelles qui sont arrivées là, ces derniers temps. Donc on va évoquer ça. Ce qu'on sait déjà, c'est que Brettanomyces, c'est une levure qui, comme Saccharomyces, est très peu isolée sur les baies de raisin. Par contre, sur des raisins détériorés par Botrytis, on va avoir de toute façon systématiquement une concentration de Brettanomyces plus élevée. Dans tous les cas, Brettanomyces a tendance à se développer assez facilement dans le vin, et surtout dans certains cas bien particuliers, qui sont des ralentissements ou des arrêts de fermentation, un déclenchement tardif de la malo, avec cette fameuse phase de latence, qui va être très critique pour le développement de Brettanomyces parce qu'il n'y a pas de SO2 sur rouge, et aussi d'une manière générale, toute variabilité des températures. Il se trouve que Brettanomyces, quand vous lui mettez une température stable toute l'année, même réputée un peu favorable, genre au-dessus de 15, elle peut encore se maintenir. Par contre, si vous subissez des variations saisonnières pour X ou Y raison dans vos cuves, vos stockages, tout ça, il a été montré que c'est assez favorable à des départs, des hausses de production. Tout ça, vous le savez sûrement. Je refais aussi encore un petit point sur ce qu'on sait toujours aussi, c'est qu'elle a des faibles besoins nutritionnels. C'est bien pour ça qu'elle se régale dans le vin à la fin de la FA. Il n'y a plus rien à manger pour personne. Eh bien si, pour elle, elle se régale. Un truc qui lui est très caractéristique, très spécifique. La plupart des micro-organismes, ils ont une forme et une taille assez variables, ce qui fait qu'avec des seuils de coupure de filtration, on peut envisager, en mettant les bons outils de filtration, de retenir les bons micro-organismes. Il se trouve que Brettanomyces, elle est un peu vicieuse là-dessus. Entre le citron qu'on voit ici et le filament qu'on voit là, on est bien sur le même micro-organisme. Je vais même vous dire que c'est la même souche. OK ? Et c'est juste, en fait, en fonction des conditions du milieu, il va y avoir un polymorphisme assez impressionnant. Et quand on a cette taille-là, eh ben, on peut des fois passer à travers des pores de filtration, et je pense par exemple au tangentiel, là où, avec cette taille-là ou plus, on ne pourra pas passer. C'est quelque chose d'assez important qui fait sa caractéristique et qui est très enquiquinant sur Brett. Une dernière chose assez désagréable, là qu'on retrouve un petit peu dans tout le monde des micro-organismes, mais qui est aussi assez spécifique à Brett dans les micro-organismes du vin, c'est l'état viable non cultivable. J'imagine que vous en avez tous entendu parler, donc je vais faire un petit peu vite. C'est ce qu'on retrouve, en fait c'est une forme de résistance, de quiescence, c'est-à-dire que la levure, c'est une levure Brettanomyces, elle est capable de se mettre en forme de résistance et de devenir résistant à tout un tas d'agressions. On peut imaginer que même un soutirage, c'est une agression pour un micro-organisme parce qu'il y a un changement tout d'un coup des conditions du milieu. Et ben elle, dans cette forme-là, elle va pouvoir résister. Et puis, dès que les conditions vont se restabiliser, redevenir favorables, elle va sortir de son état de résistance et, à nouveau, causer des dommages. Le SO2, vous connaissez tous par cœur. On ne va pas revenir là-dessus. On sait juste que ce qui compte, c'est bien le SO2 actif, la partie active, que cette partie active est dépendante de tout un tas de choses, dont, en facteur, le pH, la température et le degré d'éthanol du vin. J'imagine que vous êtes un petit peu au courant de cette chose-là. Ce qui fait que ça va moduler l'activité du SO2, et le SO2, en fonction de ces conditions-là, il va être de très actif à totalement inactif, même s'il est libre, totalement inactif sur Brettanomyces. Et puis il y a ce contexte général de réduction des doses de SO2, évidemment, on vient d'en parler. Et puis, Julien l'avait évoqué au tout début, effectivement, de réchauffement climatique qui est favorable à Brett, et puis même aussi défavorable à l'activité du SO2 anti-Brett. Donc tout ça est super favorable à Brett, in fine. Vous savez tous que le réchauffement climatique qu'on observe se traduit en termes analytiques sur la baie de raisin, notamment par une augmentation régulière des pH. Et on a vu que le pH jouait sur l'activité du vin. Je vais maintenant vous présenter les résultats du groupe national
lutte contre Brettanomyces. En fait, c'est un groupe national de travail qui a été financé par France Agrimaire sur 4 ans, dont faisaient partie tout un tas d'instituts, notamment l'ICV et Inter-Rhône, mais aussi Dijon et Bordeaux. Et on a tous bossé dessus pendant 4 ans. Et voilà, l'idée, c'était d'aller chercher... on avait tous fait le constat que sur Brettanomyces, on avait beau avoir tout un tas d'outils, il nous manquait des choses, parce que clairement, vous, en cave, dans certaines situations, vous étiez totalement démunis. Il se passait des choses que vous ne compreniez pas, que nous-mêmes, on ne comprenait pas. On ne pouvait pas comprendre, interpréter. Donc, on a essayé de fouiller là-dedans. Donc, il y avait 3 axes. On va commencer par le premier. Donc, à Bordeaux, ils ont fait un gros travail. Ils ont récupéré 1500 Brettanomyces, souches, dans 29 pays, et sur 9 processus de fermentation, dont le vin, évidemment, surtout le vin. Il y avait aussi d'autres processus de fermentation pour essayer d'élargir le champ et pour essayer de voir des choses qu'on ne connaissait pas justement avant, parce qu'on n'avait pas l'habitude de s'y pencher, et peut-être de trouver des trucs intéressants. Donc, je vous passe sur la manière de faire, c'est de la biologie moléculaire. Toujours est-il qu'on retrouve différents pôles de souches. Et notamment, par exemple, là vous êtes sur la bière, et là vous avez vous avez 3 pôles, mais vous avez 2 gros pôles sur le vin, où vous avez la grande majorité des souches qui sont là. 2 points l'un à côté de l'autre, ça veut dire que c'est des souches qui sont très proches génétiquement, mais qui ne sont pas les mêmes, hein, sinon ça serait superposé. Et donc vous avez une cartographie de la diversité des souches de Brettanomyces de par le monde. Là, voilà. Alors, donc, tous ces génotypes, il y en avait quand même 1500. Est-ce que, quand on rajoute du SO2, tous ces génotypes réagissent pareil? Donc, on a pris, c'était la grande question, est-ce qu'il y a une hétérogénéité de réaction au SO2? On a pris donc 145 souches, réputées dangereuses, c'est-à-dire parmi les 1500 isolats. Réputées dangereuses, ça voulait dire tout simplement capable de croître dans les conditions du vin et de produire des éthylphénols dans ces conditions. Et puis on a testé différentes doses de SO2 actifs là-dessus, pour voir ce qui se passait. 3 profils. Les sensibles, les tolérantes et les résistantes au SO2. Je commence direct par les résistantes. Les résistantes, vous voyez que là, quel que soit le niveau de SO2 actif ajouté, elle s'en fout. Elle croît comme s'il n'y en avait pas, comme le témoin zéro. Okay, donc là, on est sur une souche qui est totalement résistante au SO2. Pour elle, il n'y a pas de SO2. Vous avez les tolérantes. Plus la dose de SO2 actif augmente, plus elle va mettre du temps à croître. Mais au final, elles ont toutes atteint le stade maximum de population, comme ici, comme les résistantes. Ce sont des tolérantes, ça va y avoir un effet retard. Okay, et là, on a les sensibles. Alors les sensibles, quand on met une grosse dose, là, 0,6 d'actif, il n'y a plus personne. Okay, on a donc 3 groupes génétiques, 3 grands génotypes, parmi toute cette foule de diversité initiale. Et manque de peau, on voit que pour plus de la moitié des isolats, des génotypes, c'est soit des résistantes, soit des tolérantes. C'est ce qu'on a. C'était un gros travail, on a essayé de prendre un maximum d'hétérogénéité, y compris la vallée du Rhône, tout ça, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on observe. On a donc 45% seulement des souches qui vont être sensibles à l'effet du SO2 qu'on rajoute pour les tuer. Alors cette dangerosité, donc là on a vraiment des dangerosités différentes, okay, entre ces 3 grands génotypes. Comment en pratique, c'est bien sympa ce constat, il est assez flippant. En pratique, comment évaluer ce niveau de dangerosité? L'idée, ça serait de connaître le génotype. Alors à Bordeaux, l'ISVV et la cellule Microflora, ils ont mis en place un typage, une analyse qui permet de dire si votre brette elle est sensible, tolérante ou résistante au SO2. Okay, c'est évidemment une analyse qui n'est pas de routine encore à l'heure actuelle, mais ça existe, sachez-le, c'est possible. Est-ce qu'elle va tendre à se démocratiser? Je ne le sais pas encore. Ajuster le traitement, oui, du coup tout ça sert à quoi? Excusez-moi. Évidemment, l'idée, c'est bien gentil de connaître le génotype, mais voilà, une fois qu'on a une connaissance de la sensibilité au SO2 de notre brette, de la brette qui est dans sa cuve, on va pouvoir, si on voit qu'elle est totalement résistante, tout simplement s'abstenir de mettre du SO2
tout simplement. Ça ne sert à rien. Deuxième chose, sur cette dangerosité, cette réaction au SO2, est-ce qu'il y a un effet du niveau de population initiale? Est-ce que c'est pareil selon qu'on met 10 puissance 3 au départ, 10 puissance 4 ou par exemple 10 puissance 5 cellules par millilitre? Donc 10 puissance 5, ça veut dire grosse contamination. 10,3, ça veut dire contamination moyenne. Donc on a fait un petit plan d'expérience encore, enfin il a été fait un plan d'expérience valable sur différents sites en plus, et donc en croisant 2 souches, une sensible et une tolérante, 3 niveaux de population initiale et 4 doses de, nos fameuses toujours 4 doses de SO2 actif. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc là juste pour vous dire qu'on était sur des vins très classiques, et nos 4 doses de SO2 actif représentent des doses de SO2 libre et totale assez classiques. On est sur des matrices classiques, c'était juste pour signifier ça. À 10 puissance 3 cellules par millilitre, on observe bien avec la souche sensible, donc là en vert, vous avez le témoin, c'est-à-dire 0, et puis là en orange et en bleu, mais c'est superposé, vous avez donc une mortalité totale de la population, elle est bien sensible à 10,3. Une souche tolérante, par contre, l'autre souche, eh ben, on valide, oui, qu'effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a du retard, mais au final, on a bien toujours un développement, et un développement jusqu'à la limite maximale de population. Maintenant, si on prend la souche sensible, que la souche sensible, on voit qu'à 10,3, c'est un peu la même chose, mais sous une autre forme graphique. Mais c'est le même constat. C'est-à-dire qu'à 10,3, ici, excusez-moi, voilà, c'est mieux comme ça. À 10,3, quelle que soit la dose de SO2 actif, 0,5, 0,9, 1, jusqu'à la dose maximum de SO2 actif, donc au bout de 20 jours, tout est mort. Et puis au bout de 50 jours, tout est mort aussi. Elle est bien sensible. On revalide. Il se trouve qu'à 10,4, on observe encore ça. Et puis à 10,5, eh ben, on n'observe plus ça. Donc la réputée sensible devient au pire tolérant, enfin au mieux tolérante, et on va peut-être même envisager le pire. Donc là, à 10,5, on a notre Brettanomyces qui rentre en état VNC, en état de résistance, à 20 jours, à des doses moyennes de SO2 actif. Et puis, à 50 jours, eh ben, elle a retrouvé des conditions favorables de milieu, elle n'est plus changeante, et donc elle sort de son état de résistance, et elle va être capable de produire des éthylphénols. Danger. Elle est donc tolérante. Il y a eu un retard. Et puis carrément, si on met la dose bourrine maximum de SO2 actif, et ben même à 50 jours, donc là on reste en état VNC. Voilà, c'était juste pour dire ça. C'est la nuance, c'est que tout ça, c'est sur des doses moyennes de SO2 actif. À forte dose de SO2 actif, on reste malgré tout à l'état de VNC. Il se trouve que l'état VNC, on n'est pas forcément certain de son innocuité, de sa non-dangerosité. Il est clairement moins dangereux que l'état pleine forme, mais on n'est pas encore certain on n'a pas encore fait le tour de la question. On a donc un effet de la population initiale sur la réaction vis-à-vis du SO2, clairement. OK ? Les méthodes de détection, et on s'est dit il faut avancer sur les méthodes de détection, c'est trop le bazar. OK ? On avait beaucoup de gens, beaucoup d'œnologues de terrain qui disaient alors un coup moi j'ai ci, un coup j'ai mis, en fonction, il y en a même qui s'amusent à aller dans différents labos pour voir s'ils ont les mêmes résultats, ou à différents stades, enfin bref. Les œnologues de terrain, ils en perdent leur latin aussi parce que il y a un souci, et notamment sur la PCR, et on va le voir, de fiabilité, de répétabilité de la mesure. Donc il y a eu une grosse étude interlaboratoire, 3 laboratoires, Bordeaux, Inter-Rhône, Dijon, fois des vins d'un peu partout, fois différents kits commerciaux de QPCR spécifiques Brett. Alors ouais, il fait mal aux yeux ce tableau, vous allez voir, on va s'accrocher. Vous avez en haut les kits, 3 kits différents. Vous avez aussi les labos. Voilà, à chaque fois ça a été testé dans différents labos. Vous avez les vins, c'est sur 5 vins naturellement contaminés par Brettanomyces. Et vous avez, on peut dire, une mesure de référence qui est la mesure boîte de Petri, okay, l'analyse en boîte de Petri, un classique. On va considérer que c'est l'analyse de référence. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'entre les kits et les labos, il y a une grosse hétérogénéité, une grosse variabilité. Je vais prendre tout de suite
je vais éliminer le cas du vin numéro 2, où là, c'est quasi génial, à celui-là près, où là, quand l'un dit qu'il n'y a pas de brette, l'autre dit qu'il n'y a pas de brette. Quel que soit le kit, le labo, tout ça, répétabilité. On est plutôt pas mal. Et puis, à l'inverse, il y a le vin numéro 1, où on voit une forte hétérogénéité des réponses en fonction des laboratoires. OK ? En fonction du kit qu'ils utilisent, et même, pour un même kit, du laboratoire qui va le mettre en œuvre. OK ? Ça va jusque-là. Hein ? On voit pour le vin numéro 3, le même genre de conclusion, mais avec d'autres kits. Là, c'était valable que sur le kit 3. Là, c'est valable aussi avec le kit 2. OK ? Et on a régulièrement, c'est ce que j'ai entouré en rouge ici, une sous-évaluation par rapport à la boîte de Petri. C'est-à-dire qu'en gros, la PCR te dit « moi, j'ai rien ». Alors que la boîte de Petri, qui est quand même l'analyse de référence de routine, te dit « moi, il y a des brettes ». Et en plus, la boîte de Petri est censée donner une information inférieure, on va le voir par la suite. Et elle est censée sous-évaluer la boîte de Petri par rapport à la PCR. Manque de peau, là, c'est la PCR qui sous-évalue. OK ? Et puis, des fois, on a une surévaluation. Voilà. Alors, la surévaluation, à la limite, on peut la comprendre par rapport à la boîte de Petri. C'est qu'effectivement, la PCR, contrairement à la boîte de Petri, elle est censée pouvoir donner une information sur les VNC. Donc, viable non cultivable, ça veut dire qu'on ne voit pas la boîte de Petri. Et même sur les mortes. Sauf qu'on s'en fout des mortes. En conclusion, il y a quand même une planche de salut. C'est de se dire qu'en rajoutant un contrôle interne à chaque mesure, donc ça, à la limite, il faut l'exiger à vos laboratoires, ou peut-être en tout cas leur faire prendre conscience de ça, mais je pense qu'ils en ont tous maintenant assez conscience, et j'espère qu'ils le mettent tous un petit peu en œuvre, exiger un contrôle interne pour normaliser cette PCR. Un contrôle interne, là c'est vraiment pour les gens qui sont dans les laboratoires, ça va leur permettre de dire quand ils sous-évaluent, de leur dire « Hey Coco, tu es en train de sous-évaluer ». Ça résout pas le problème, mais au moins il peut refaire une analyse et voir s'il est en surévaluation ou en sous-évaluation. Parce qu'il est avec un contrôle interne standardisé qui, lui, par contre, n'est jamais variable. Il répond toujours pareil, OK ? Il n'y a pas de méthode parfaite, ça n'existe pas à l'heure actuelle. Je vous ai mis la grande majorité des types d'analyses disponibles sur Brettanomyces à l'heure actuelle, à commencer par la boîte de Petri, la qPCR, la VPCR. La VPCR, c'est quoi ? C'est une variante de la qPCR, elle émerge, la VPCR. C'est une variante, ça veut dire viability, le V. Hein. Ça veut dire que là, en fait, l'idée, c'est d'évacuer les mortes. Alors, on va faire un pré-traitement avant la PCR, mais finalement, c'est une PCR comme les autres, rien de spécial. Mais ce pré-traitement, il va nous permettre de ne pas compter les mortes. OK ? C'est peut-être pas encore totalement au point, mais c'est probablement une piste assez nette de progrès. On a toujours la microscopie à épifluorescence et la cytométrie de flux, qui, elle, sur Brett, spécifique, est très compliquée à mettre en œuvre et n'est pas encore, je pense, vraiment disponible, peut-être bientôt. En tout cas, en fonction des conditions, une cytométrie non spécifique peut aussi donner de l'information sur Brett. Et puis on a toujours sniff Brett et phénol trace. Donc phénol trace, clairement, ça va être l'analyse des résidus, parce qu'en toute petite quantité, on trace des phénols volatiles. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'aller choper les phénols volatiles au tout début. Au tout début de la contamination, quand ils viennent juste de démarrer. Voilà. C'est une analyse qui, maintenant, n'est plus très chère. Et c'est vraiment chouette. Dans certains cas, ça peut vraiment être un outil de pilotage assez sympa. Et notamment pour une raison toute bête, c'est que ces deux-là, eh bien, en fait, c'est la mesure du risque réel. Justement, on parlait de dangerosité. Ouais, il y a des souches qui sont résistantes, pas résistantes. Il y a des souches qui vont produire des phénols volatiles et puis d'autres, en fait, quasiment pas. Même à des niveaux de population importants. Et bien justement, avec phénol trace, tu t'en fous en fait de savoir si ta souche, elle est ci ou elle est mi. Tu suis ce qui se passe, vraiment. L'idée, le suivre en très précoce. En fait, le bon choix, il est en fonction du moment, du besoin, et puis des signes, hein, de ce qu'on sait sur le vin et sur la contamination. De ce qu'on sait déjà, avant de faire l'analyse. Le besoin, en fonction de... Voilà, je vous ai mis juste pour... on ne va pas rentrer dans les détails, surtout que je suis peut-être un peu à la bourre déjà, non ? Comme toujours.
Les contraintes, donc voilà, en fonction du moment. Si on est en pleine FA, il y a beaucoup de Saccharomyces, on ne va pas pouvoir faire toutes les analyses, on ne va pas pouvoir faire une cytométrie non spécifique. Ça coûte pas cher, c'est génial, ça marche. Mais là, pour le coup, sinon, tu vas compter que des Saccharomyces. Et ça ne sera pas une analyse de Brett. Nous, on veut vraiment des Brett. En fonction du risque, Brett lui-même, et puis du traitement du vin. Voilà, s'il vient juste d'être traité, le vin, ben, il y a peut-être beaucoup de mortes dans ce vin-là, à ce moment-là, au moment de l'analyse. Est-ce que c'est vraiment le moment opportun pour le compter? En tout cas, si tu fais une PCR, sachant que tu sais qu'elle est très sensible, elle, aux mortes, c'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à les compter, donc à te donner de l'information qui ne te sert à rien, est-ce que ça vaut le coup à ce moment-là de faire une PCR? Non, il vaut mieux faire la VPCR dans ces cas-là, ou d'autres choses. Ça marche? Oula, pardon, excusez-moi, j'ai du mal. Et puis, évidemment aussi sur le type d'info, on a les œnologues conseils et vous, au quotidien dans les cas, vous n'avez pas forcément tout le temps besoin d'avoir la quantif près au pouillème de cellules par millilitre. Okay, des fois, juste présence-absence, ça suffit. Et puis, par contre, des fois, vous voulez aller jusqu'à savoir l'état physiologique. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, j'ai rien, mais est-ce que j'ai des VNC cachés quelque part? Parce que je suis juste avant mise, qu'une fois que j'aurai fait ma mise, j'aurai fermé tout ça, j'y reviendrai plus, j'aurai plus moyen d'aller faire du correctif. Donc s'il y a un problème qui apparaît, ça sera fini. Donc là, j'aimerais bien quand même savoir si j'ai de la VNC en sous-marin, prête à causer des désagréments dans la bouteille, là où je pourrais plus intervenir. Le troisième axe, c'était les outils de lutte en cave, l'idée de développer quelques outils, quelques nouveaux outils, de voir si on pouvait. Il y a un grand truc, c'est la prédiction du risque. On sait tous que, effectivement, quand on arrive à prédire, à anticiper le risque, on réagit beaucoup mieux sur Brettanomyces, on le sait tous. Et donc, à Interrone, on s'est mis en tête de faire une grosse expé, un gros plan d'expérience en croisant tout un tas de paramètres et avec l'idée qu'en analysant 6 paramètres du vin, on ne parle pas de microbiologie, c'est des paramètres du vin, en l'occurrence pH, température, alcool, sucre, SO2 actif et quantité de lie, turbidité par exemple. Si ça, c'est des paramètres, donc indépendamment de toute analyse microbio, nous suffisent à déjà nous permettre de dire attention, risque fort, risque moyen, risque faible. Okay, c'est en cours, c'est un travail qui est en cours. L'idée, c'est de créer à terme une appli où tu rentres tes paramètres et où tu obtiens ton niveau de risque. On n'y est pas encore. On a beaucoup de boulot. Des outils existent déjà. Vous connaissez Brettlet et Brett Scoring, qui sont 2 produits bordelais, qui sont, je pense, assez satisfaisants. Manque de peau, il a été montré, qui ne sont pas du tout adaptés aux conditions rhodaniennes et aussi aux conditions bourguignonnes, parce que l'idée, c'était toujours travailler à 3 avec Dijon, ici et Bordeaux. Et on a montré qu'en fait, ce qui marchait très bien, parce qu'en fait, c'est des outils bordelais, donc ils ont été développés sur les matrices bordelaises. Et bien, figurez-vous que l'effet matrice, il est si important qu'au niveau de la prédiction du risque, il est si important sur Brettanomyces qu'au niveau de la prédiction du risque, ça ne fonctionne pas, ou peu, ou moins bien. Ok ? Voilà pourquoi on s'est mis en tête de faire un truc maison, régional. Dernière chose. Autre piste de travail, on essaye de travailler sur la nettoyabilité des surfaces, avec Dijon cette fois-ci. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'adhérence de Brettanomyces, de ses capacités de bioadhérence. Tous les micro-organismes ont plus ou moins des capacités de bioadhérence aux surfaces, aux surfaces zoonologiques, que ce soit du béton revêtu, de l'inox, différents inox, des plastiques, des résines et CMI. Il se trouve que Brettanomyces, il avait été montré dans un groupe de travail précédent il y a quelques années qu'elle était particulièrement affine sur l'inox, manque de peau. Elle a une forte capacité d'adhésion sur l'inox. Qui dit capacité d'adhésion pour ce micro-organisme-là dit création de biofilms. Ok ? Donc une forme de résistance, un encrassement qui s'entasse. Qui dit biofilm dit beaucoup plus galère à nettoyer. Donc là, l'idée, c'est d'aller valider différentes pratiques de nettoyage et différents niveaux de risque en fonction des matériaux. Voilà. C'est vraiment que le début de ce travail-là. Pour conclure, 2 petits mots. Attention à la résistance au SO2, il y a un effet génotype et un effet population initiale. Il y a vraiment des brettes qui sont résistantes au SO2. Et puis chaque analyse, elle a sa place.
hein, il faut juste lui trouver la bonne place. Faire attention à la qualité de la PCR, on l'a vu, grosse hétérogénéité. Et puis d'autres outils qui sont en développement. Voilà, vous avez tous la plaquette. Si vous avez des questions, c'est Virginie ou moi. Et puis merci pour votre attention.